Fala galera, bom dia, dia abençoado para todo mundo aí, bem-vindo aí ao meu canal aí. Para quem é novo, eu sou o Araújo aí, bem-vindo ao meu canal aí, Mochila Pesada. Hoje a gente vai ver um lugar top, vocês vão adorar. Só que antes disso, dar uma paradinha aqui na padaria, né? Aqui tem uns lugares, tem umas coisinhas boas pra comer, igual nessa padaria aqui. Boa mesmo. Bom, ainda fico meio um pouco com vergonha de ficar filmando e falando perto dos outros passando, né? Ainda bem que aqui ninguém entende, né? A maioria, né? Só quando tem alguns brasileiros, né? Tá bom. Faz parte, né? Mas essas tortinhas aqui, ó. É muito boa, velho. Muito bom mesmo. Mas como eu evito ficar comendo doce, mesmo adorando, né? Só não vale a pena você malhar e levantar peso, né? Ó, essa pequenininha aqui, ó, de morango, R$3,20. Muita coisa boa mesmo. Ó, padariazinha top, ó. Bom, tem bastante gente aqui, hein? Cadê os atendentes? Bom. A média desses docinhos tá abaixo de €3, R$3,20, R$2,90. Aí vocês multipliquem por 5,10, acho que tá €5,50. Eu vou pedir esse aqui. Bonjour, je veux un café au lait grand e um pão raisin. Ué, oi, sur place. Vou pedir esse aqui, ó, muito bom. É um pão com creme e esqueci essas frutinhas pretinhas. Caramba, esqueci como chama em português. Bom, se eu lembrar, eu vou escrever depois aí nos comentários. Padariazinha filezinha, ó. Caraca, já tava desistindo já, velho. Gente pra caramba aqui, ó. Ó, pagar ali, a menina tá esperando ali. Oi. Ah, esqueci de falar. Isso aqui deu R$2,40. Esse pão aqui, mais o café. R$2,40. Então, em real vai dar R$2,50, 5, 10, 12. Bom, abaixo de R$16. Mas isso a pessoa pode achar um pouco caro, né? Mas pro salário daqui não é, entendeu? É preço barato. Agora você pagar aí R$16 um café no Brasil, aí se torna caro, né? Pelo salário que vocês ganham aí. Bom, deixa eu comer aí, a gente se fala daqui a pouco. Bora então, vamos pra essa grota aí, ver se é top mesmo, hein? Pelas fotos aí, parece que é um lugar top de se visitar, hein? Com vários estalactite, estalagmite. Chegamos, agora vamos dar uma olhada agora aqui. Como faz pra entrar, se tem guia pra levar, pra mostrar as coisas lá dentro, né? Que eu tinha visto na internet que tinha. Grande até, né? Bilheteria boutique. Os valores. Aqui tem uma boutiquezinha aqui vendendo as coisas. Vamos ver o que tem de interessante aqui. Tem
ficar lá dentro. Aqui tá dizendo que em 2 minutos, até 2 minutos a gente já desceu 70 metros de profundidade. E pelo que eu vi lá no que estava escrito lá, tá dizendo que a gente vai até 110 metros. Dentro do solo. Já vai metendo o dedo no like aí. O canal é diferenciado, hein? Pode cabeçar na frente, né? Alors on descend à 60 mètres de profondeur. Ce tunnel est artificiel, il a été creusé pour les visites en 1926, 30 ans environ après la découverte du site. Ils l'ont agrandi en 1963 pour le funiculaire, ça faisait 1400 marches. Tá dizendo que a gente vai descer 60 metros de profundidade. Voilà, j'espère que la visite vous a plu. C'est bien, hein. 400 mètres à marche. Ouais. On va sortir à gauche et continuer à pied. Tá dizendo que a gente vai continuar a pé. Aqui por trás mais rápido, né? Já descemos já dentro da pedra. Que lá o pessoal que já estava na vigília estão voltando, mas vão pegar o bondinho. Voilà, je vais vous présenter quelqu'un que vous connaissez, il est juste derrière vous. Là. Regardez. Bonjour, je vous attendais. Je m'appelle Jules Verne. Depuis un siècle et demi, je fais rêver petits et grands avec l'extraordinaire histoire de la nature. Il y a 150 ans déjà, j'avais imaginé un voyage au centre de la Terre, à la rencontre de paysages et de créatures fantastiques. Je croyais avoir inventé un monde souterrain, rempli d'animaux fabuleux, de plantes géantes entourées de cristaux extraordinaires. Je croyais l'avoir imaginé, mais en réalité, il existait. Il existe toujours ce monde fantastique. Il est là, tout près de vous, derrière la porte. Voici donc le moment précis auquel notre voyage commence. Celui où nous allons nous enfoncer dans les entrailles du globe, entre imaginaire et réalité. Entre o imaginário e a realidade. Caraca, que top!
Rapaz, muito alto, velho. C'était le 19 septembre 1897. Originaire du village de Rosier, à la jonction des gorges du Tarn et de la Jonque. Il est accompagné de Édouard Alfred Martel, qui est le père de la spéléologie, et d'Armand Viré, il était scientifique. Ce trio d'explorateurs a découvert des centaines de grottes d'inintérêt sur la planète entière. Ces gens-là ont posé les bases de la spéléologie moderne. Vraiment ici, exposé la grande d'Argilan, je trouve trop sur moi. Et la rivière souterraine de Granado. D'ailleurs, l'exploration de cette année en 1888 doit avoir un certain Benarmont, qui est acte de naissance de la spéléologie moderne. Le mot Aven vient de la langue du pays, c'est un mot d'origine celte qui signifie un puits. Les Aven sont les accès au monde souterrain calcaire. Il y en a plein sur ce fosse majeur à Mousson, plus de 200. Dans les côtes s'étendent des immenses plateaux calcaires. À l'époque, Louis Armand est descendu dans la cavité à l'aide d'une échelle de corde attachée à une charrette et des bancs en surface. Il était venu avec, parti du village du Rosier, là où il habitait. Mais on est plutôt là-haut. Il faudrait bien qu'on aperçoit ce Louis Armand. Ah oui, je le vois. Monsieur Martel! Monsieur Martel! J'avais raison hier soir en vous parlant d'un mètre trou. Nos 80 mètres d'échelle seront à peine suffisants. Je viens de déboucher au sommet d'une salle immense. C'est splendide. Il y a au moins 100 colonnes de stalagmites. La plus haute a bien 25 mètres. Une vraie forêt de pierre. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Mais que faites-vous là? Je croyais être seul ici. Bonjour. Je m'appelle Louis Armand. Nous sommes le 19 septembre 1897 et c'est la première descente. Là-haut, en surface, Monsieur Martel, Monsieur Viré et quelques collègues suivent mon exploration. Nous avons amené avec des charrettes des tonnes de matériel. Échelles, cordes, chandelles, câbles électriques pour le téléphone. Allez, puisque vous êtes là, je vous invite à me suivre dans ma découverte. Et surtout, écoutez bien votre guide. Celle-ci n'a pas d'accès à l'extérieur, on parle d'une cheminée bonne ou aveugle. D'ici, on en voit l'autre côté de la salle, sûrement d'en face. En fait, cette cheminée est située quasiment au centre de la voûte. C'est très étonnant, c'est un bel effet d'optique que l'on va voir évoluer tout au long de la visite. Pour le moment, on a l'impression que c'est l'entrée naturelle et tout ça. On va aller explorer cet endroit comme l'on fait. Ficar lá perto do guia para escutar o que ele tá dizendo. Fiquei parado aqui para tirar umas fotos. Dá para ouvir o que ele tá falando. Muito top, velho. No outro vídeo aí, que tava aparecendo tipo uma sombra no teto, era os caras na época cavando, entendeu? E quando eles descobriram isso aqui, aí ele falando, eu pensei que ele tava sozinho. Bom, mas não deu pra prestar muita atenção como tava fazendo o vídeo. Vamos aqui pra perto aqui. Là, il y a 35 mètres jusqu'à la voûte, 40 mètres d'épaisseur de roche, et autant de vide que le plan au-dessus. Donc en surface, c'est un gros entonnoir, il est visible au fond du parking, et ensuite il y a cette longue cheminée verticale. On ne voit pas l'extérieur, son diamètre varie entre 3 et 5 mètres, c'est pas très grand. Donc on imagine bien Louis Armand descendant le long de son échelle de corps, il était assis sur une escarpolette à l'échelle des corps, il servait que de point d'appui. L'escarpolette, c'est le balançoire cordé par des hommes de main à l'extérieur. Tá vendo? A abertura só lá no estacionamento, ele tá falando aqui. 3, 4 metros de largura. Rapidement, il s'est rendu compte de l'immensité de sa découverte. On a vu taper dans les mains, et ça résonne comme dans une cathédrale.
aussi. Avec son simple éclairage, il a illuminé une véritable forêt de pierre. Il la baptisera de suite la forêt vierge. Alors je vous invite à aller la parcourir. Vous allez voir, plus on va descendre, et plus l'endroit va prendre toutes ses dimensions. Olha só, é igual uma floresta mesmo, velho. Rapaz, que extraordinário, velho. Que extraordinário. Muito lindo, velho. Incrível, 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 incrível. Gente, muito top, top, top demais. C'est beau, hein? Ouais, c'est très, très bon. De ces compressions est toujours d'actualité, c'est une grotte active, c'est toujours humide ici. L'eau des pluies traverse donc continuellement la partie de roche calcaire pour le dessus, elle fait des fissures. Et durant son long parcours, eh bien, cette eau va éroder la roche calcaire. Il s'exerce une véritable pression sur ces filets d'eau qui partent de la surface pour arriver jusqu'ici, c'est la profondeur. Et c'est ces infimes parties de roche calcaire arrachées au cos qui vont être dissoutes par cette eau. L'acide elle est chargée en poutre en gaz carbonique emprunté à l'atmosphère. Continuellement, vous avez des milliers de gouttes d'eau qui arrivent sous la voûte chargée en calcaire en solution. Avant de tomber, elle dépose un peu de matière qui se solidifie. Car au contact de l'air contenu dans ce grand vide, une réaction chimique se produit. Et après goutte, dépôt après dépôt, c'est très lent. Il s'effectue un compressionnement sous la voûte. Gota depois de gota, pressão e essa estalactite, o ácido também vai fazendo esse tipo de floresta de calcário. Elle ne progresse que de quelques centimètres de sens. Ça veut dire que si à un moment donné, dans la grotte, et vous l'avez vu pour la première fois, sur une cette roche est un peu tenue, cette calcite, comme ça, est très très dure, très lourde, c'est comme du marbre, ça fait 3 tonnes de mètre cube. On va descendre au point le plus bas accessible de cet endroit. À ne pas rater derrière vous les grandes orgues, comme les premiers explorateurs les ont appelés, de l'architecture baroque. Il y a de très belles draperies en forme de compressionnement au-dessus de la descente sur la droite. Vous voyez la lumière passe à travers, c'est très joli. Gente, tô impressionado, véio. Que lindo, véio. Que... Sem palavras. Espero que vocês consigam pelo menos um pouco sentir, mas não tem como pelo vídeo, só presencial mesmo. Muito lindo, velho. Rapaz. Uma floresta, realmente uma floresta de estalactite e estalagmite. Même circule plein trop rapidement pour éroder la roche calcaire, la dissoudre, la déposer en bas. On a une scène parce qu'on fait des concerts ici depuis 30 ans. On s'y prête et ça résonne ici comme dans une cathédrale. On l'appelle la cathédrale naturelle. Ça fait des concerts sous roche, c'est un festival, c'est tous les étés, sauf cette année. En septembre. Une réalité construite par la seule nature. Mais comment? Écoutez. La voilà notre goutte d'eau. D'où vient-elle? De la surface, bien sûr. Eau de pluie, il y a quelques millions d'années, elle a traversé la roche calcaire.
la dissolvant au passage, elle a creusé cette immense grotte. Puis, elle s'est faite bâtisseur, déposant atome après atome sa charge minérale, arrachée à la roche. Goutte après goutte, elle a construit et construit toujours ce décor fantastique. Un décor bien réel pour le monde que j'avais inventé. En face de nous, c'est la plus grande stalagmite de la grotte. Elle mesure 32 mètres de hauteur. On ne s'en rend pas compte. C'est une des plus grandes au monde. C'est la plus grande visible dans une grotte aménagée pour le tourisme. On a l'impression qu'à bientôt toucher le plafond, il reste 15 mètres. Il faudra attendre au moins 200 000 ans avant que ça se produise. Il faut en revenir. Une fois qu'elle aura rejoint la voûte, cela formera un poteau. Une colonne, c'est quand une stalagmite rejoint une stalactite. Vous avez quelques exemples là-bas au fond, vers chez nous. Les différents tons de couleurs sont dus principalement à ce que l'eau emprunte à la terre végétale en surface. Ce sont les acides humiques qui proviennent des déchets organiques qui colorent les rochers à l'extérieur et qui colorent aussi les constructions dans la grotte de la même façon. Une construction est blanche, elle est alimentée par les gouttes d'eau qui tombent, ce sont les tipos de rocha, a coloração depende da vegetação que está em cima e ela que vai colorando à l'événement, as les gouttes d'eau estalactites e tombent de très haut, estalagmites. alors elles explosent littéralement sur les têtes des stalagmites dans toutes les directions. Et ainsi, des pots de calcaire a tendance à se faire sur le même schéma. Nous, ces stalagmites aussi travaillées. On a un très bel exemple derrière vous, c'est le grand palmier, la plus belle stalagmite de la grotte. On verra que c'est encore plus joli quand on passera plus haut. On ne peut pas rater les stalagmites. Incrível, incrível essa floresta, rapaz. Eu pensava que era só floresta com árvores, mas não. Floresta de calcário, de estalactite e estalagmites. De moeda ali. Mas o pessoal é meio pobre, eu botei as moedas de 10 centavos de euro. Tô vendo nenhum de €1 não. Rapaz, parece uns cogumelos, velho. Rapaz, que lindo, velho. Eu já fui em outro lugar top também, mas essa aqui eu acho que tá sendo a mais top lugar que eu já visitei. Já fui num vulcão também que é incrível. Vou te dizer que os dois, né? O vulcão e aqui que eu estou visitando agora, muito top, velho. O vulcão que eu visitei é fronteira com Madagascar. É uma ilha que chama de Reunião. Faz parte da França, muito top também. Espero
voltar lá, fazer um vídeo ainda pra vocês verem que lugar top também. Olha lá a entrada que eu tinha filmado antes pra vocês. Vamos descendo então. Gente, muito top, velho. Vocês não têm noção a gigantesca sensação de impressionado. Realmente muito top. Deixa eu adiantar mais lá perto do, lá perto do guia, porque ele explica e consigo explicar pra vocês. Né? Aqui agora eu nem sei onde que ele tá. Ah, tá ali. Mas dá pra não cair, né? E o meu celular não caiu também. Ah, e o valor foi R$16,90 de euro. Oui, celui-là, il va pas l'accès. Il n'y a que celui-là qui va toucher. Vous pouvez faire des visites par l'entrée naturelle, ça s'appelle les visites d'exploration. C'est le jeudi, le vendredi. Le jeudi, le dimanche. Voilà. Voilà, donc le tour complet de la salle, encore quelques petites précisions. Ici, il n'y a pas de réelle vie animale visible parce que l'entrée de la grotte est difficile, elle est verticale. C'est pour ça aussi que les premiers hommes ne s'y sont jamais aventurés. Il n'y a pas de rivière ici pour amener des bêtes, la nourriture, seulement des bassins comme celui-ci, ça s'appelle des gourds. Ils sont alimentés par les gouttes d'eau qui tombent, l'eau s'infiltre naturellement dans le sol, c'est très lent. Esse é água que, Bon, on peut le voir de pinga nos jours, les gens jettent même des lá pièces de pour évader l'eau. superfície Mais bon, le vœu peut se faire e a água aussi dans la main que sai vide, pouco do solo. La température de l'eau. Et la même que la température de la salle. Alors c'est la température moyenne extérieure. Ici, il fait toute l'année entre 10 et 12 degrés. Tudo faz entre La 10 salle mesure 110 mètres de long, e 18 degrés. Essa tem 60 110 mètres de metros, large, 60 metros de longo. O turno completo tem 400 metros. Le volume est de 200 000 mètres cubes. On dit que le bâtiment principal qui constitue la cathédrale Notre-Dame de Paris rentrerait tout entier. Ça fait du mal à se l'imaginer. Voilà, Martel avait dit, j'en suis ressorti comme d'un rêve, alors j'espère que vous aurez la même impression. Allez voir en surface l'entrée naturelle, elle est visible au fond du parking, mais on ne peut pas la rater. On va remonter tranquillement pour profiter encore une fois de la vue. Agora vamos subir a escadinha, até pegar o bondinho. Top demais, hein? On a accueilli des grands du jazz, assez jazz en général, comme Grappelli, Galliano, Portal, Manu Dibango et bien d'autres. Cette année, on aura Eric Truffaz avec un groupe qui s'appelle Le Tribunité. On est limité au nombre de personnes en même temps dans la grotte, 300. Les concerts sont écourtés au niveau de la durée parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais quand on ne marche pas ou au moment, on a très très froid. Le taux d'humidité ici varie entre 70 et 100%. Donc, 75% o nível de umidade aqui. Ele tá falando que aqui não tem estalagmite, mas tem as marcas lá na rocha. Depois ele falou lá que eu não entendi, lá não tá prestando atenção, alguma coisa.
incrível, caraca. Rappelez-vous, au début de la visite, je voulais montrer à l'autre côté la salle. On la voyait au centre, ça vient pas du tout, elle est carrément. Cette cheminée verticale, elle mesure 35 mètres. Au-dessus, il y a seulement une épaisseur de roche de 5 mètres. Un jour, elle deviendra un avène. Essa chaminé, ele está dizendo que tem 35 metros. Elle a été explorée en esse buraco aqui. 1988. Les spéléologues ont exploré. 35 metros lá dentro tem. Ils ont mis 18 heures pour arriver en haut. Et ces cordes servaient ici des cordages pour y grimper plus facilement les verticales. Mais bon, c'est pas prévu dans la visite. Hein. Essas cordas aí, ele tá dizendo. Não sei se vocês estão vendo. Tem 2 cabos de aço, não dá pra ver não. Por aqui, mais ou menos. 2 cabos de aço. Servia para os caras subir, entendeu? Se vocês viram no teto, parece que são 2 sapos que o guia falou, pior que é verdade. Voilà, on passe au pied d'un gros terre, les gens partout, les habitants du coin, avant la découverte de l'avène normand, ils jetaient tout dans le puits. Les avènes sur les côtes servaient souvent de poubelles. Ils jetaient notamment les pierres ramassées dans les champs. Ils tombaient là-haut, nous étions, l'appelant la cheminée, ils sont juste en bas, ils sont en pente. C'est comme ça d'ailleurs que le gouvernement a eu vent de cette énième avène à explorer sur le Cosméjean. C'est un habitant du village voisin de Yelzas qui est informe de ces pratiques, qui est dans la discussion en plus quand les temps tombent à la carte, pas possible. Le gouvernement était habitué au monde souterrain, on s'est dit si ça résonne, c'est qu'il y a une cavité importante. Il y a des ossements partout. Ses parents en trouvaient au fond des avènes, principalement d'origine animale. Autrefois, pareil, les agriculteurs jetaient les cadavres d'animaux un peu n'importe où, il n'y avait pas de règles. Ils les jetaient notamment dans les endroits où ça ne se voyait pas, dans les grottes. Alors ça polluait énormément les nappes phréatiques. L'eau de ruissellement qui passait le long de ces cadavres en décomposition finissait souvent dans les verres des habitants des villages voisins. Ils étaient malades, des épidémies, parfois ils en mouraient. Ça semble évident de nos jours, mais à l'époque ça l'était bon. Martel est un des premiers à avoir fait la relation entre la qualité des eaux souterraines et la qualité des eaux que nous buvons. Eh bien, il sera à l'origine d'un article de loi relatif à la santé publique interdisant le jet de cadavres d'animaux en pleine nature. Ça vient de lui, ça s'appelle la loi Martel, justement. C'est sorti en 1902. Dès que la loi a été appliquée, il y a eu moins d'épidémies, forcément. On a retrouvé des ossements humains, sûrement des gens qui sont tombés de là-haut accidentellement. Très dangereux, les avènes sont des puits assez ouverts. On imagine bien la chute. Ça doit faire mal. Il va les mettre morts arriver en bas. On vient de ressortir, mais évidemment. Bon, sûrement que certains ont été aidés à descendre aussi. C'est pratique, personne ne vit ici, c'est pour ça qu'il n'y a personne dans le coin. Sur Cosméjean, il y a 1 habitant, 1,6 km², c'est moins qu'en Laponie. C'est louche. Ele está dizendo aí que encontraram ossos humanos devido às pessoas que vinham escalar, né? E se acidentavam, né? E caíam. E depois foi criada uma lei também que muitos cadáveres eram jogados na superfície, né? E ia contaminando o solo, a água. Aí foi criada uma lei que era proibido.
l'épaisseur de roche, de la matière. Nós estamos a 110 metros de profundidade. Não estaria sem erro. Pas au-dessus de notre tête, hein, c'est pour ça que ça tient tout seul. Donc l'eau profite de ces fissures, comme vous avez là-haut. Jusqu'ici, tout le cosméjean est fissuré comme ça. À l'extérieur, la cuvette de terre végétale n'est pas très importante. Dès qu'il pleut, l'eau s'infiltre facilement dans les sous-sols calcaires. C'est pour ça que c'est un désert au-dessus, c'est la steppe. Hein, c'est le même paysage qu'en Mongolie. Et c'est pour ça qu'il y a des grottes en dessous. Donc les stalactites suivent les fissures, c'est normal, c'est là où passe l'eau. Elles sont plus petites que les stalagmites à l'avénement parce que la paroi au-dessus est très épaisse. Alors quand les gouttes d'eau traversent, elles se chargent énormément de calcaire. Elles arrivent saturées de cette matière sous la voûte et lourde, elles tombent rapidement sur le sol. Ainsi, le dépôt se fait en majorité en bas et de ce fait, normalement, les stalagmites grandissent plus vite que les stalactites. On est près d'un puits, c'est la continuité de la veine, elles sont sur des réseaux qui mesurent 90 mètres de profondeur, hein, quasiment à la verticale, ça fait un immeuble de 30 étages. Il est bouché au fond par des gros blocs, on ne peut pas aller plus loin, il n'y a pas de rivière en bas. Il y a eu de l'eau exceptionnellement au fond du puits dans les années 80 durant de fortes pluies. Alors des spéléologues qui sont descendus, ils y ont déposé des colorants au fond. Tout ça pour savoir où l'eau ressortait, on ne savait pas. 3 jours après, il y a eu des résurgences dans un village qui s'appelle Les Louzes. Alors, il se trouve dans les gorges de la Jonte, notre village de Rosier, celui de Merueil, c'est à 6 km d'ici. Alors à présent, revenons à notre monsieur Jules Verne, il faudra regarder dans cette direction. Alors vous revoilà. Qu'avez-vous pensé de ces piles d'assiettes, de ces draperies transparentes, de ces arbres de cristal, de ces méduses de pierre? Martel, le grand spéléologue, croyait que ces formations et le creusement de la grotte étaient le résultat de cascades tumultueuses. Les géologues modernes ont démontré qu'il s'agissait bien du travail de l'eau, mais lentement, goutte après goutte. Moi, j'avais imaginé des végétaux et des êtres fantastiques. Mais quel est ce bruit qui monte du fond du puits? Mon imagination deviendrait-elle réalité? Incroyable. Ils sont là. Champignons géants, animaux fabuleux. Alors, vous l'avez compris, il faut faire appel à son imagination, comme M. Jules Verne. On va rentrer carrément dans cette véritable forêt de pierre. Des gros choux-fleurs, des brocolis, des troncs d'arbres cyprès, bon, des animaux fantastiques. Hein. C'est pas bon. Já vão metendo o dedo no like aí, hein? Porque o vídeo foi top, hein? Metendo o dedo no like mesmo, porque acho que eu fico nervoso já, hein? Incrível. Depois eu vou escrever durante o vídeo aí o que o cara tava falando, né? Que eu fazia no vídeo não prestava atenção, então pegava as falas pela metade. Entendeu? Vou pegar o bondezinho ali agora.